De l'enseignement primaire en République démocratique du Congo, c'est le leitmotiv du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais depuis quelques temps, des remue-ménages, le point de vue divergent entre les parents et le ministre de l'enseignement qui est passé sur Top Congo le lundi et le mardi pour fixer l'opinion. Nous allons en parler, l'effectivité, la gratuité de l'enseignement, qui en bénéficie réellement. Nous allons en parler avec nos invités sur ce plateau, Norbert Yamba-Yamba, que vous connaissez pour son franc-parler. Norbert Yamba-Yamba, la liste politique de la République démocratique du Congo, toujours égal à lui-même. Norbert, bienvenue. Merci bien, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Donald Kabasele, c'est un jeune analyste politique qui fait du chemin. Il convainc plus d'une personne et puis il est là pour analyser sur cette question. Donald Kabasele, bienvenue. Merci, M. Crispin. Merci aussi pour votre invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Comme vous le constatez, nous aurons à recevoir d'autres invités qui vont nous rejoindre tout au long de cette émission. Comprenez que les sauts de moutons sont passés par là. Eh bien, avant de commencer cette émission, nous allons vous permettre de comprendre la quintessence de déclaration du ministre de l'EPSP, Willy Bakonga. On y va. La gratuité, pour le moment, ne concerne que l'école primaire. Et ça doit être clair. L'école primaire, de la première année primaire en 6e primaire. Là, l'État a pris en charge tout ce que les parents payaient. Tout, c'est-à-dire les frais de motivation, les frais de fonctionnement, les affaires. Tout, l'État va payer à la place des parents. Les frais de motivation sont supprimés de la maternelle au secondaire. Les frais de motivation sont supprimés. Mais à la maternelle et au secondaire, les parents ne payent que les frais de scolarité qui sont fixés par le gouverneur des provinces. Ça, il faut qu'on soit clair. Je pense que avec ça, je ne suis pas à côté. Il faut qu'on se comprenne. Peut-être il y avait un problème de compréhension. Et nous disons la même chose avec eux. Il n'y a pas de confusion là-dessus. S'il y a des parents qui ont déjà payé les frais de motivation dans ces écoles-là, dans l'école maternelle secondaire, ils doivent récupérer leur argent. L'argent de motivation, puisque les frais de motivation sont supprimés de la maternelle au secondaire. C'était là le ministre de l'EPSP, Willy Bakonga. Gratuité de l'enseignement, le ministre parle de frais de motivation et des frais de scolarité. Norbert Yamba-Yamba, après avoir suivi l'interview du ministre, votre réaction? Merci beaucoup. Je voudrais quand même saluer la perspicacité et la volonté très volontariste du président de la République qui voudrait se conformer à la Constitution, se conformer aux lois et textes réglementaires, mais aussi soucieux véritablement de l'avenir des jeunes Congolais et qui aurait souhaité, après autant d'années de négligence par rapport à cette préoccupation de gratuité, a bien pris le taureau par les cornes pour qu'on puisse véritablement aller dans le sens de la gratuité. Si j'ai entendu parler le président de la République, et de tout le temps, lorsqu'il parle de la gratuité, il voit véritablement que les enfants, du moins ceux qui sont concernés par cette gratuité, ne vont rien payer. Et tout au long du processus, même avant la rentrée scolaire, en tout cas, ça a été dit de cette manière-là. Bon, quand j'écoute le ministre, j'ai comme l'impression qu'il apporte une certaine nuance. Et cette nuance, on ne l'a jamais perçue dans les déclarations du président. Je suis un petit peu inquiet simplement parce que cette déclaration vient juste, en tout cas, 1 ou 2 jours après la tenue du Conseil des ministres. Est-ce qu'il y a eu un temps réel de discussion par rapport à cette question? Est-ce qu'ils ont levé une option pour avoir le même entendement par rapport à cette question de gratuité? Est-ce qu'il y a une différence entre frais de scolarité et frais de motivation? Bon, le frais de scolarité, ce sont ce qu'on appelle les frais de l'État. On en a divisé plusieurs parce qu'en fait, chacun trouve son compte. Vous savez que à différents niveaux d'atterrissage, lorsqu'on paye les frais de scolarité, on paye les frais de motivation, ne vous en faites pas, ce ne sont pas seulement les enseignants.
qui touchent cet argent, il y a des pourcentages remis tantôt à la sous-division, à la division et au ministre. Voilà, donc ne vous en faites pas, il y a beaucoup d'intérêts qui véritablement convergent autour de cette question. Et donc, si on coupe, tout le monde tombe dans cette situation difficile. C'est comme ça qu'il y a, j'allais dire, un peu de réticence par rapport à cette question. Mais moi, j'aurais souhaité que, bon, le président va rentrer, le Premier ministre est là, et peut-être que le moment venu, lorsqu'il n'y a pas convergence d'idées autour de cette question, ben, qu'ils discutent, qu'ils mettent sur la table et qu'ils aillent dans la vision du président de la République. Et la vision du président de la République, c'est de voir à ce que cette éducation de base soit gratuite. Et gratuite suppose qu'il n'y a pas de frais. Voilà. Il n'y a pas de frais. Donald Kabasele, analyste politique, est-ce que les déclarations du ministre de l'EPSP cadrent avec la table ronde sur la gratuité de l'enseignement? Merci beaucoup, M. Crispin. Merci aussi à mon cher aîné Yamba. Je suis content, une fois de plus, de me retrouver avec lui sur ce grand plateau. Je comprends l'inquiétude qui est légitime à entendre le chef de l'État, comme venait de le dire notre aîné. En fait, les gens pouvaient facilement dénicher qu'on parle de la gratuité et donc tout est gratuit. Et je pense, à mon humble avis, que le ministre ne peut pas aller au-delà de cette gratuité. Voilà la différence qu'il fait. Il vous dit l'école maternelle. Nous savons qu'en maternelle, il y a la première maternelle, deuxième et troisième. Il vous parle de l'école secondaire. Donc, première CO, deuxième et machin. Il fait la différence entre l'école primaire qu'il détermine dans la fourchette de la première année primaire jusqu'en sixième. Et là, il dit qu'il ne paye aucun frais. À ces niveaux, j'ai bien suivi le ministre, il dit à ces niveaux de première année primaire jusqu'en sixième, aucun frais ne paye. Il annonce une précision de taille en disant que le frais de motivation que le parent payait pour les écoles maternelles et secondaires, ces frais également sont supprimés. C'est-à-dire que pour le parent qui estime que leurs enfants devraient commencer par la crèche, l'école maternelle, avec tout ce qui s'ensuit, eh bien, l'État n'a pas pris en charge tout le frais. Vous comprenez? Donc, l'État entend l'école primaire dans la fourchette, comme je venais de le dire tout à l'heure, de la première année primaire jusqu'en sixième année primaire. Donc, je comprends parce que depuis les réformes de tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, on a voulu qu'il y ait la septième et la huitième. À l'entendement de plus d'une personne, et ils se sont dit que quand il y a déjà l'école primaire, l'école qui va de première année primaire jusqu'en huitième, ça voudrait simplement dire que les deux classes qui ont été ajoutées sont incorporées dans l'école primaire. C'est ça l'entendement des autres. Alors ces enfants, parce que c'était seulement le prolongement du cycle d'orientation, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas ajouter des classes nouvelles, mais c'est juste, ils voulaient considérer qu'après les 6 ans d'école primaire, les 2 premières années, c'est-à-dire la première CO et la deuxième CO, connaissaient une sorte de rabaissement au niveau de l'école primaire. Alors le ministre vient maintenant marteler dessus en disant que ceux de la 7e et de 8e ne sont pas concernés par cette mesure. Parce qu'il reste dans l'entendement selon lequel la première CO, deuxième CO, le premier cycle d'orientation et le deuxième cycle d'orientation, pour le ministre, ce n'est pas entendu comme l'école primaire. C'est là où aussi nous essayons de justement voir le ministre. Vous êtes des journalistes, vous pouvez bien l'approcher pour savoir comment est-ce qu'on essaye de mettre un peu d'imbroglio. Oui, nous saluons l'arrivée de notre invité Aristote Chihuahua qui vient de nous rejoindre. Aristote, bienvenue. Merci. Je vais revenir sur vous dans quelques minutes. Mais parlons de cela, ça ne va respecter la vision même des États généraux sur l'éducation qui ont parlé de l'enseignement des bases. Voilà. L'article 43 de la Constitution consacre la gratuité de l'enseignement. Et après études faites,
il fallait réellement rallonger, selon la réforme du ministre de l'Irrespect, à l'époque Gaston Moussebena, allonger l'école primaire jusqu'au niveau de 8e, ce qu'on a appelé l'école de base. Est-ce qu'il n'y a pas ambiguïté sur la compréhension de cela? Je comprends certainement, sans passion, sans parti pris, sans se faire des idées derrière la tête, il y a à boire et à manger. Parce que comment voulez-vous que après réforme, on estime que l'école de base, l'école primaire, doit aller de la première jusqu'à la 8e, et que vous reveniez à la charge pour dire, eh bien, la 7e et la 8e ne sont pas concernées, vous sentez qu'il y a un problème. Ou carrément, on doit considérer... On annule la réforme. On doit considérer que dans la vision du ministre, pour lui, il entend par école primaire la fourchette de première en 6e, où il peut entendre de l'école primaire de la première jusqu'à la 8e. Et il doit aussi, il faut que nous précisions que la Constitution parle de l'école primaire, de l'enseignement primaire. L'enseignement primaire entendu au sens de lois qui existaient bien avant la réforme, c'est-à-dire la première et la 6e. Et maintenant, avec cette précision, avec cette intervention, cette sortie du ministre, je crois que c'est légitime que le parent se pose des questions. Mais est-ce que le ministre a entendu parler le président de la République? Est-ce qu'il est dans la vision du président de la République? Ou carrément, est-ce qu'il essaie de... Est-ce que cette question a été examinée au Conseil des ministres? C'est la question. Au niveau du Conseil des ministres, les mesures ont été prises. Parce que beaucoup se plaignaient, plus d'une personne, comment cette mesure a été prise précipitamment pour certains. Il n'y a pas eu des états généraux qui ont été faits. Comment est-ce qu'on va financer? Et le Premier ministre a répondu d'abord à la question avant même le Conseil des ministres. Il a bien martelé par le biais d'un de ses collaborateurs que les enseignants seront payés, ils seront pris en charge. Et au niveau du Conseil des ministres, l'obligation a été faite. Vous savez, le ministre qui gère le portefeuille qu'on appelle enseignement primaire, il est genre un technicien en la matière. Le Conseil des ministres ne peut pas tout définir. Il donne des orientations générales. Merci. Mais nous pensons que le ministre doit rester dans la pensée du président de la République. Voilà, Aristote Chiboibois, c'est notre invité. Il n'est pas... lui, c'est un jeune bien formé, et qui a le souci de voir ses jeunes frères aussi être bien formés. Vous avez suivi la question, les interventions de vos co-débatteurs. Quelle est votre réaction par rapport à cette actualité qui est à la une ces derniers temps? Alors, avant même de répondre à cette question, j'aimerais remercier M. Crispin Kibassou, qui est devant moi, un aîné, un grand frère, mais également me sentir honoré d'être sur ce plateau avec les têtes pensantes de la République. Alors, pour revenir... Avec un peu brusquard Norbert Yamba. Exactement, il faut le dire, ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous. Mais avant même de réfléchir autour de la question de la gratuité de l'enseignement, il est très important de circonscrire un peu les débats. Parce que dans une certaine mesure, l'enseignement de notre pays a, depuis un moment donné, trouvé les textes, n'est-ce pas, le régissant, notamment les textes qui régissent le service public de manière générale, ou les principes régissant les services publics. Parmi ces principes, nous pouvons également citer le principe de la gratuité. Cette gratuité ne peut pas être trouvée, par exemple, dans les écoles, dans l'école de M. Crispin Kibassou, par exemple. Privée. Oui, exemple. Et donc, comprenez avec moi que la gratuité de l'enseignement se trouve être dans l'assiette des établissements d'enseignement, mais les établissements d'enseignement publics, de manière précise. À la question de savoir si cette gratuité d'enseignement est malvenue, ou aujourd'hui, si elle peut être considérée comme tout simplement les leurs chez tous les communs des mortels, il faut noter que c'est lui qui n'ose pas... Réalité ou mythe? Alors, avant même de parler de la réalité ou du mythe, il faudrait oser. Moi, je crois que la pierre de la construction de notre pays, en cet instant où la République démocratique du Congo est en pleine mutation, veut à ce qu'on puisse oser également, oser dans des grands projets, oser dans des grandes ambitions. Eh bien, si aujourd'hui, il peut y avoir ambiguïté
pour certains qui pensent que ceci ne peut être mis que dans l'assiette des mythes, à mon humble avis, je crois que les dignes fils de ce pays, ceux qui n'ont pas la possibilité d'étudier comme il se doit, parce que n'ayant peut-être pas de parents qui ont des moyens pour leur payer les frais qui se trouvent dans l'assiette des nivellements, eh bien ceux-là peuvent se retrouver aujourd'hui par la simple décision, non pas de créer des lois, mais plutôt de marcher sur base d'une loi qui existait déjà, qui portait sur la gratuité de l'enseignement. Ouais. Moi, je crois qu'ils vont, ils vont quand même tout simplement en profiter. Oui, avant que vous arriviez, nous avons balancé un élément Oui. sur la gratuité de l'enseignement et les ministres déclarent que les élèves de 7e à 8e ainsi que de la maternelle payeront le frais des scolarités, mais pas le frais des motivations. À la question, nous avons eu les explications de Norbert Yamba-Yamba, qui nous a démontré les frais de motivation et les frais de scolarité. Les frais de scolarité, c'est ce qu'on appelle le frais de l'État. Okay. Alors, la question est, c'est pourquoi cette ambiguïté? Pourquoi payer les frais de scolarité pendant que la Constitution déclare, article 43 de la Constitution, consacre la gratuité de l'enseignement? Les ministres veulent faire quoi? Est-ce qu'ils se ravisent? Est-ce qu'il est en train de saper la vision du chef de l'État? C'est ça la question. Je crois que le ministre agit par voie d'arrêté. La décision du ministre, de manière principielle, intervient par voie d'arrêté. Lorsque le ministre prend la décision, par la voie des ondes, des médias, de la presse, pour essayer de donner une sorte d'éclaircissement en la matière sur une décision que le président de la République avait déjà prise en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement, qui du reste revient ou est un principe constitutionnel. Je crois qu'ici nous entrons maintenant dans la pratique. Le président de la République a une vision. Et nous ne sommes pas dans un pays où les décisions sont centralisées. Nous ne sommes pas dans un État où les décisions interviennent de manière concentrée. Mais avant Willy Bakongo, il y a eu un ministre qui a matérialisé cette vision. Voilà pourquoi Pourquoi ces changements de langage? Il faudrait également tenir compte des réalités actuelles de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, on peut beau parler de la gratuité de l'enseignement, mais j'aimerais vous dire qu'il y en a qui attendent à tout prix que cette gratuité ne puisse pas atteindre son axiologie. Il y a de ces personnes qui, eux, attendent au fait l'échec de la gratuité de l'enseignement. Pourquoi? Des mêmes qu'il y en a, parce qu'il y a des raisons politiques et politiciennes, des mêmes qu'il y a certains qui veulent à tout prix que cette gratuité soit sacralisée comme une réalité, comme quelque chose de vivable dans notre pays. Et donc je crois que le ministre n'agit que sur le plan ou sur la planche de la pratique, des réalités du terrain. Parce qu'aujourd'hui, s'il faudrait également prendre en compte le budget de notre pays et la gratuité de l'enseignement, vous vous rendrez compte que si on ne se concentre que sur la gratuité de l'enseignement, on risque de laisser également d'autres secteurs sans pour autant les finaliser. Et donc je crois que le ministre a pris en compte les réalités pratiques du terrain. Norbert Yamba-Yamba, je reviens à vous. Frais de motivation, frais de scolarité, est-ce que ça ne peut pas prêter à confusion pour donner l'occasion aux promoteurs, aux directeurs d'école de pouvoir, une fois de plus, soutirer un peu dessus aux parents? C'est pourquoi lorsqu'on est dans un processus de réforme, il faut beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges pour qu'il y ait une mise à niveau. Les gens doivent comprendre ce qu'ils doivent faire. Quelle est la boussole? Où est-ce qu'on va? Quels sont les ingrédients? Et comment nous nous y prenons? Et il me semble que ces questions-là doivent d'abord être réfléchies au niveau du ministère, dans les cabinets du président de la République. On construit des passerelles, on lève l'option et on y va. L'impression que j'ai, c'est qu'on ne s'est pas encore mis d'accord par rapport à cette compréhension. C'est la première chose. Deuxième chose, lorsque nous, on a été à l'école, nous, on payait les frais de scolarité, ce qu'on appelle le Minerval. Il s'est fait que ces montants, l'État devenant dans une situation de déliquescence, a poussé les entrepreneurs, j'allais dire, les responsables de l'enseignement, de mijoter d'autres stratégies qui permettent véritablement d'avoir des moyens pour soutenir et motiver les enseignants.
D'où Et c'est les comme frais de ça, motivation. Les freins de motivation. Les parents doivent donner ces freins de motivation qui supplient au salaire de l'enseignant parce que l'enseignant est mal payé. Mais entre-temps, même si à notre époque, on avait le frais de scolarité. Même si à la fin de l'année, on vous remettait l'argent. Nous, on nous remettait l'argent qu'on a payé. Parce qu'on ne sait pas, tout au long du processus, vous risquez par exemple de casser le micro, vous risquez de déranger le mire, etc. Et on ne peut que déduire sur base de cet argent-là. Alors maintenant, le ministre a parlé dans l'esprit du président de la République. Et lorsqu'on regarde la Constitution, l'impression que j'ai, encore que cette discussion ne doit pas se faire en aval, il faut qu'on discute pour qu'on lève les options. Il me semble que l'idée du président, c'est justement qu'il y ait gratuité. Mais il y a un problème. Je travaille dans les réformes. C'est vrai qu'il y a eu des freins de scolarité, il y a eu des freins de motivation. Mais on vous dit que l'enseignement primaire aujourd'hui s'est allongé. L'enseignement primaire s'est allongé. C'est une réforme, c'est une recommandation de la réforme. Au lieu d'en avoir 6, on en a 8. Parce qu'on estime que l'éducation de base doit continuer jusqu'à 8 classes. Alors maintenant, ça c'est une réforme. Il faut qu'appliquer. Le grand problème qui se pose aujourd'hui, parce qu'à suivre le ministre, il a l'air de dire que à l'enseignement primaire, donc ancien modèle, 6 ans de première, de maternelle jusqu'en 6e primaire, c'est gratis. C'est-à-dire, on ne paye pas, c'est gratuit. Tandis que le 7, 8, on paye, on met de côté les freins de motivation, c'est-à-dire on ne peut plus soutenir les enseignants et le fonctionnement de l'école, encore que dans cet argent, effectivement, il y avait une répartition à différents niveaux d'atterrissage. Et donc, ces freins de motivation ne sont plus des mises. Et cependant, il resterait simplement le frein de scolarité qui relève véritablement de la responsabilité du gouverneur. Je voudrais dire ici, lorsqu'il dit « relève de la responsabilité du gouverneur », simplement parce que lorsque vous voyez notre Constitution, lorsque vous voyez les lois sur la décentralisation, la compétence de l'enseignement primaire et secondaire a été transférée, n'est-ce pas, aux provinces. Et donc, il n'y a que le gouverneur de province qui est habilité véritablement à fixer le taux, n'est-ce pas, de frais scolaires. C'est comme ça que lui... C'est pourquoi à l'époque, à Kinshasa, on parlait de frais Kimbuta. Bien entendu, parce que c'est la Constitution, c'est une compétence transférée au même titre que la santé, au même titre que l'agriculture, au même titre que le développement rural. Et donc, ça relève véritablement de la compétence de la province. Et le gouvernement central ne peut pas, décider sur la question, parce que cette compétence a été transférée. Ça, c'est au niveau de la fixation du taux. Lorsque cette décentralisation sera véritablement rendue opérationnelle, le moment viendra où même le recrutement des enseignants, le paiement des enseignants, la politique salariale en dehors du SMIC, ça sera véritablement fait au niveau de la province. Mais malheureusement, aujourd'hui, les choses ne sont pas encore rendues très opérationnelles. Beaucoup de gens n'ont pas d'ambition. Je pense que, comme Vassili le disait tout à l'heure, il faut, quand on ne commence pas, on ne commencera jamais. Il faut avoir des ambitions, d'affronter de grands problèmes, dans de grands projets. Et encore qu'il faut rendre opérationnelles les réformes, quelles que soient les douleurs d'affrontement. Mais nous sommes à ce niveau-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, pour éviter d'offrir un spectacle qui n'est pas du tout bon, il appartient au ministre. Il appartient également au ministre de discuter avec les conseillers du cabinet du président, parce qu'ils ont été en amont comme en aval par rapport à cette décision qui a été mijotée par le président de la République, même si c'est constitutionnel, et qu'on discute pour voir la faisabilité de tout ça, de manière qu'on ait un discours commun lié qui est une sorte de divergence, même si les explications du ministre semblent être assez claires, mais ça prête confusion auprès de l'opinion parce que beaucoup se sont mobilisés autour de ce qui a été dit par le président de la République. Donc, pour des questions stratégiques, on ne peut pas prendre le monopole pour affirmer son propre leadership dès lors qu'on n'a pas encore construit une intelligence collective. Il faut donc commencer par cette discussion, lever l'option, parce que le ministre vient d'arriver, il n'a même pas encore fait
Même son cabinet n'est pas encore constitué. Voilà. Et donc, rien n'est perdu. Il faut que les gens gardent leur calme, leur sérénité. Je pense que le ministre, c'est aussi, il est parent. Aujourd'hui, plus que jamais, nous voulons que pour une fois, que le gouvernement de la République puisse penser à notre petit peuple. Et le président Fachi dit, écoute, je m'offre un sacrifice, parce que ce n'est pas facile. Qui, vous savez, beaucoup de gens, lorsque on écoute leurs discours, la tendance générale, c'est que oh là là, c'est de la fumée, c'est du vent, etc. Mais lui, il n'a plus le risque, parce que tout le monde l'entend au tournant. Mais il va falloir maintenant que tous ceux qui se disent aux côtés de lui travaillent dans la perspective de créer un schéma opératoire qui ne va pas donner beaucoup de douleurs d'enfantement et à la satisfaction de tout le monde. Donald Kabasele, la question, la sortie médiatique du ministre a été même récupérée sur le plan politique. Il y a ceux qui ont déclaré, eh bien, le ministre étant du FCC va mettre le bateau dans les roues au président de la République dans l'applicabilité et la gratuité de l'enseignement. Bon, je ne veux pas trop politiser la question sur l'enseignement primaire. L'opinion publique a dit... Je comprends, on a toujours l'habitude de politiser, même quand un match de football se joue au stade, ce sont des politiciens qui sont cités, il y a des chansons qui se font, on récupère toujours politiquement, c'est l'habitude qu'on a eue, mais je crois que c'est des choses que nous devons dépasser. Parce que là, c'est des questions vraiment techniques, c'est des questions de l'humanité, c'est des questions qui conditionnent la vie des gens. En principe, l'État a l'obligation de former ses citoyens. L'État a l'obligation de former ses citoyens. Et cette obligation, on a rappelé qu'elle est constitutionnelle. Le président n'attend pas réunir toutes les conditions nécessaires. On sait que ça demande tout. Quand on veut avancer, quand on veut changer, lui-même l'a dit, on n'attend pas qu'on réunisse toutes les meilleures conditions. On ose et puis on y va. Mais on se fait encadrer par des techniciens de gauche et de droite pour voir comment la chose peut être bien vue. Je crois qu'on est aussi mal habitué parce que le ministre, généralement, quand le prédécesseur a mené des réformes, ou c'était sous son impulsion que les réformes ont été menées, on a toujours l'habitude d'arriver et d'essayer de faire table rasa à tout ce qui a été fait. C'est l'impression que ça donne. Parce que comment voudrez-vous que le ministre de l'époque, Moussemena, vous avez dit Gaston Moussemena a eu à opérer des réformes jusqu'à faire que l'enseignement primaire aille jusqu'à la 8e classe. Mais dans l'entendement du ministre, il exclut du champ de la gratuité la 7e et la 8e. C'est-à-dire que dans son esprit, il considère que la 7e et la 8e ne font pas partie de l'école primaire. Alors que les réformes les lui imposent. Donc moi je crois, la précision il a donnée, moi j'ai compris comment il a essayé de circonscrire son cadre. Comment peut-il exclure de ce champ l'école maternelle? Est-ce qu'il faut aussi vérifier dans nos lois? Est-ce qu'on entend par enseignement primaire l'école maternelle, y compris les 6 classes, et ajouter à cela les 2 autres? L'article 43 de la Constitution ne définit pas, il vous parle de l'école primaire. C'est ça ce que je dis. La question fondamentale, c'est aussi se poser des questions dans les lois qui existent, qui organisent l'enseignement. Qu'est-ce qu'on entend par école primaire? Si on entend par école primaire dans ces lois que c'est l'école qui commence de la première année primaire jusqu'à la 6e et qu'après réforme, ces lois n'ont pas été révisitées ou révisées, il y a aussi un problème d'appréhension légale. À ce niveau-là, vous sentez que tout juriste averti, tout technicien en la matière averti également, ne peut qu'aborder ça dans ce sens. Mais c'est comme on venait de le dire tout à l'heure, c'est des déclarations au téléphone de Top Congo FM. Bon, le ministre a parlé, il a dit ce qu'il pouvait dire, mais nous savons, et le peuple entier le sait, que l'école primaire est gratuite. Il ne faut pas que ça nous offre un spectacle gratuit. Vous verrez les parents qui vont se dire, moi, la 7e et la 8e, je considère que c'est l'école primaire, eh bien, je ne paye pas, et que finalement, on commence à renvoyer les enfants et tout, ça ne fera pas, je crois, un bon casting. Il y a un problème, les parents qui avaient déjà récupéré les frais de motivation et de scolarité devront maintenant les repayer. En fait, moi, je crois qu'à mon sens, tout a été bien dit. Les parents qui ont récupéré leur argent, ils ont récupéré. Le ministre doit fixer l'opinion. Parce que déjà, je vous dis que c'était une intervention au téléphone, téléphonique, dans une chaîne privée de la place. Que le ministre, soit, c'est une proposition,
qu'il convoque une conférence de presse, qu'il discute avec vous la presse. Comme ça, l'opinion sera également éclairée. Avec les experts de ces réformes, avec tout le monde, qu'on ait une considération claire. Mais déjà, il ne faut pas seulement voir que l'enseignement est gratuit. Il faut aussi voir l'aspect constitutionnel. Parce que là, ça donne de l'eau au moulin aux opérateurs, aux chefs d'école véreux, qui verront l'occasion de soutirer un peu des sous aux parents. Et là, on va suspecter le ministre, on va dire qu'il y est pour quelque chose. Ou carrément, on a des choses à gagner en provoquant cet imbroglio, on ne sait pas. Mais nous ne prêtons pas de mauvaises intentions. J'ai dit qu'on ne doit pas seulement voir l'aspect enseignement primaire gratuit. Il faut voir aussi l'aspect obligatoire de cet enseignement. Donc l'enseignement n'est pas que gratuit, il est obligatoire. Quelles sont les dispositions que le ministre ou que le gouvernement a mis en place pour obliger tous les enfants, tous ceux qui sont prêts à recevoir l'éducation de base, de se sentir obligés à étudier? Nous voyons de phaseurs, je l'ai dit une fois sur votre plateau, nous voyons le phaseur, le phénomène enfant de la rue, nous voyons des chégués, nous voyons tous ces gens. Le président, dans sa vision, c'est justement, il veut promouvoir l'égalité de chance. Qu'il n'y ait pas un enfant qui n'a pas étudié parce que son père n'a pas d'argent. Qu'il n'y ait pas un enfant parce qu'il était pauvre, il n'a pas eu le droit à apprendre quelque chose de son pays ou de sa nation. Mais que tous les enfants soient au même rang, qu'ils apprennent la même chose, même si à la langue, on peut prendre des orientations différentes. Il n'y a pas d'ailleurs que l'enseignement. Vous voyez que dans les ambitions du président de la République, il vise également la couverture santé universelle. C'est de mesures, c'est des choses vraiment qui doivent être faites. Et je voulais revenir sur notre ami qui a semblé dire que, attendez, Aristote Tshibwabwa, je ne vais pas massacrer son nom, Aristote Tshibwabwa, Oui. quand il vous dit que, attendez, en mettant aussi un gros paquet à l'enseignement primaire, on risque d'oublier les autres aspects de la République. Non, notre pays a suffisamment d'argent. Même dans le budget de 4 milliards de dollars qu'on avait habituellement, cela n'empêchait pas au ministre de constituer des petits clubs de millionnaires, Voilà. de se construire des immeubles. Ça voudrait dire qu'il y a l'argent dans cette République. Il suffit que les contrôles soient assurés, juridiques et judiciaires. Il suffit que toutes les mesures soient prises pour voir notre République aller de l'avant. On peut même avoir un budget de plus de 100 milliards de dollars dans ce pays. Moi, je le crois. Budget, on va en parler dans quelques instants. La parole à Aristote Tshibwabwa. Aristote Tshibwabwa, la question de la gratuité de l'enseignement a été même récupérée sur le plan politique par l'opinion. L'opinion qui pense que le ministre étant dans le secteur de l'éducation, lui-même détenant des écoles, eh bien, il a pensé déclarer cela pour que, on ne sait jamais, que les écoles privées puissent se retrouver quelque part. Votre point de vue? Je crois qu'il faut revenir même à la dernière réunion du Conseil de ministres avec le président de la République, qui a essayé d'éclairer, n'est-ce pas, l'ensemble des membres du gouvernement pour leur dire que dans ces gouvernements, il n'y a plus de clivage politique ni d'obédience, il n'y a plus de FCC et de cash. Nous travaillons tous pour une seule ambition, pour un seul but, pour l'intérêt général. Et donc, dans le cas d'espèce, si les ministres prennent une décision qui peut être récupérée par l'opinion publique, ou encore mieux par certains politiques avérés qui veulent à tout prix que les décisions soient toujours entachées à telle ou telle autre obédience politique, je me réserve d'émettre assez d'avis là-dessus, mais je crois que les ministres, en tant qu'humains, mais aussi en tant qu'une personne appartenant à une famille politique, peut toujours avoir certains impacts ou certaines incidences des politiques de son obédience. Il y a ceux qui disent que la récite de la gratuité ferait ombrage à l'ancien président, le président honoraire de Joseph Kabila, oui, qui avait entamé, mais qui aujourd'hui, ce n'était pas matérialisé à la manière de Félix Tshisekedi. Vous savez, M. Crispin Chibassou, dans le cadre de notre pays, nous nous retrouvons dans un ensemble qu'on peut considérer entre deux concepts, c'est-à-dire entre l'héritage et le renouvellement. L'héritage du passé, bien sûr, mais également et évidemment le renouvellement par rapport à l'état actuel de notre pays. Alors, s'il se fait par exemple que le ministre veut agir à contre-courant pour faire échec aux actions du président de la République prétendument, moi, je crois qu'il faudrait se réserver et puis attendre la fin de choses. C'est vrai, on a le droit d'émettre
des critiques ou des points de vue sur les décisions des membres du gouvernement, sur tout ce qu'ils posent comme acte ou sur toutes les actions. Mais qu'à cela ne tienne, il ne faudrait pas tout politiser, comme le disait tout à l'heure mon co-débatteur Crispin, M. Kabassédé. Mais il faudrait que l'on revienne à un certain moment à la définition des concepts. Ça peut nous permettre d'être éclairés sur certains points. Lorsque vous lisez la loi cadre sur l'enseignement national, l'article 7 qui porte, ou le chapitre 2 déjà qui porte sur la définition des concepts, l'article 7, le point 19, précise clairement parlant de, plutôt le point 18 parlant de la gratuité. On définit la gratuité comme étant la prise en charge par l'État des frais de scolarité de l'éducation des bases, de 3 à 6 ans non accomplis. L'éducation de base. C'est comme ça qu'on définit, c'est comme ça que c'est ce que la loi... Et dans la réforme, l'éducation de base est rallongée jusqu'à 8e. Exactement. Voilà pourquoi j'aimerais... En fait, ça c'est pour revenir sur la question des frais de scolarité ou des frais de motivation. Okay. Je crois que la loi cadre ou sur l'enseignement national est assez claire par rapport à ces sujets. Frais de motivation, frais de scolarité, qu'est-ce qui est gratuit? C'est la question essentielle. Et je crois que dans le cas d'espèce, la loi cadre sur l'enseignement national est vraiment claire là-dessus. Et il est de principe en droit qu'une claris non interprétation, lorsque la loi est claire, on ne peut pas interpréter. Et dans les cas d'espèce, la loi est assez claire par rapport à cette question de la gratuité. Maintenant, pour revenir à la question de la récupération politique par certains membres ou certains citoyens congolais, je crois qu'il est important dans le cadre actuel de notre pays que tout ne soit pas politisé, mais que tout soit critiqué, mais avec des critiques constructives. Parce que le pays actuellement est riche en critiques négatives. Les gens adorent critiquer, mais sans pour autant faire de contre-propositions. Alors, si les communs de mortels, ou si tous les citoyens congolais, même les citoyens lambda, arrivent à critiquer la décision du ministre, la qualifiant d'être partisane par rapport à sa famille politique, je crois qu'il est également important de leur donner ces bénéfices de discussion. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup Arthos Chiboba pour votre expertise. Norbert Yamba, les parlementaires, l'Assemblée nationale et le Sénat se sont retrouvés le lundi au Palais du Peuple pour la rentrée parlementaire. Le budget sera déposé dans 15 jours à l'Assemblée nationale pour être adopté. Le président du Sénat, le 2, ainsi que la présidente de la Chambre basse du Parlement congolais, l'honorable Jeanne Mabouda, ont tous déclaré qu'il faudra un budget réaliste, surtout avec les enjeux de l'heure. Et les chiffres ont été même projetés, 20 milliards de dollars. Et dans ces 20 milliards, il faudra affecter 2,6 milliards de dollars pour la gratuité de l'enseignement. Est-ce possible? C'est possible. Mais je voudrais, avant de répondre à cette question, apporter une petite précision possible. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de mon job, de mon travail, d'accompagner des gouvernements, soit au niveau à l'échelle nationale, soit à l'échelle provinciale, comme consultant auprès des institutions internationales. Je dois vous avouer, la discussion que nous faisons aurait pu être évitée. Lorsqu'on est dans un processus de réforme, on met en place ce qu'on appelle des comités de pilotage interministériels. Et ces comités de pilotage, qui reprennent plusieurs ministères qui, effectivement, ont des responsabilités thématiques par rapport à une question, discutent, lèvent les options. Ce sont ces options qui deviennent des décisions stratégiques. Malheureusement, la plupart de ces comités de pilotage sont anesthésiés complètement. Ne fonctionnent pas comme il se doit. Je prends par exemple l'exemple de réformes, par exemple, de l'administration publique. On vous dit non, non, mais il faut transférer les compétences en province. Et ces réformes voudraient qu'en fait, que, comme les provinces n'ont pas suffisamment de moyens, ayant des coordinations qui regroupent les différents ministères à l'intérieur. Au lieu d'avoir 44 chefs de division,
eh bien, il faut avoir 5 chefs de division. Et donc, les différents chefs de bureau doivent se trouver dans une coordination. Qu'est-ce qu'on observe? Au même moment où la fonction publique qui prend ces réformes et qui les discute au niveau du Conseil des ministres, mais d'autres ministres, on a dit 5 coordonnateurs qui sont des chefs de division, d'autres ministres prennent des décisions pour envoyer d'autres chefs de division. Alors maintenant, on se pose la question, qui est chef finalement? Tout ça, c'est parce que l'information ne circule pas. Il n'y a pas appropriation de ce qui représente les différentes réformes. Comment voulez-vous qu'il y ait un ministre, j'ai entendu là, une définition correcte de ce qui représente la gratuité de l'enseignement. Et on explique bien cette gratuité. Mais, au-delà de la loi 4, il a été, n'est-ce pas, levé l'option en termes de réforme par le ministre précédent, qui disait que, ce n'est pas le ministre, ce sont des options qui ont été levées par un certain nombre de personnes ou non, n'est-ce pas, des instances compétentes pour décider sur la question. Il y a même un arrêté par rapport à ça. Au lieu de 6 classes, on doit aller jusqu'à 8. Ça, c'est une réforme. Ça, c'est une réforme. Et ça doit être entendu de tous les ministres. Alors maintenant, si on considère que ça soit 6 à la place de 8, alors c'est qu'on n'est pas engagé, on ne s'est pas approprié de la réforme. Et c'est un danger public. C'est même gravissime. Et c'est là qu'on voudrait que chaque fois qu'au niveau du gouvernement, il y ait des discussions, il faut que ces discussions se fassent pour que les options soient véritablement des options du gouvernement. Je suis très heureux parce qu'on ne va plus réfléchir sur l'enseignement primaire. Ce qui est repris, c'est l'enseignement de base. Et cette décision n'est pas simplement constitutionnelle, c'est une ratification d'une décision qui a été prise déjà dans les années 1961 à Addis Abeba, où l'on demandait l'enseignement de base. L'enseignement de base, à chaque pays, au regard de ces réformes, puisse définir combien de classes sont concernées justement par cet enseignement de base. Et pour nous, on n'est pas à 6, on est à 8. À notre époque, on était à 6, mais aujourd'hui, on n'est pas à 6. C'est que ces réformes-là doivent être d'application. Je voudrais, pour répondre à votre question, il faut aller à 20 milliards. Moi, je dis c'est possible. Regardez, au mois de janvier 2019, lorsque l'alternance arrive, qu'est-ce qu'on n'a pas observé? Il y a beaucoup de services publics de l'État qui généraient des ressources minorées. On laissait faire. Et on a constaté finalement dans le domaine des communications, parce qu'aujourd'hui en Afrique, la croissance économique est allée jusqu'à 20%. Pourquoi? C'est la télécommunication. Et si la télécommunication a fait la richesse de beaucoup de pays, chez nous, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je vous donne l'exemple. En Arabie Saoudite, une même société qui est opérationnelle dans notre pays a payé les frais d'exploitation, d'installation. 6 milliards de dollars. Mais ici, c'est combien? 15 milliards. Mais il faut avancer 4 milliards. 4 millions. Ici, c'est 15 millions, avancer 4 millions. Et avec les frais d'abonnement, etc., ils payent. Ça ne se fait pas. Même en Guinée équatoriale, qui est un petit pays, 1 milliard 500 millions. Alors maintenant, par rapport à ça, si on fait tout pour récupérer cet argent, parce qu'on a vu, on a prévu pour une année 106 milliards de francs congolais. Un mois après, on a réalisé 126 milliards de francs congolais. Et si jusqu'à la fin de l'année, c'est combien d'argent ça va nous rapporter? Rappelez-vous des déclarations, par exemple, de l'ancien conseiller du président de la République, qui disait qu'il y a... Le Zombambi. 15 milliards volatilisés. Moi-même, j'ai participé dans un colloque à Accra sur l'avenir de l'Afrique. Il a été démontré par un panel de chercheurs qui disaient que si on arrête la corruption à proportion de 30% au Congo, on peut aller l'année suivante à 55 milliards de dollars. Si l'on pousse jusqu'à 50%, on est à 100 milliards l'autre année. Et donc, sincèrement, et d'ailleurs, je me rappelle bien, le gouvernement, avant celui de Sami Badibanga, disait que si on bancarise, il y a possibilité de drainer 20 milliards de dollars. Dans notre pays, il y a de l'argent. C'est question simplement de mettre en place un système de surveillance mutuelle. Se battre contre le coulage des recettes. Contre le coulage des recettes. Mais ici, on en a fait profession, jusqu'à institutionnaliser quelque chose qui est devenu fondamentalement systémique et endémique. Ça, c'est un danger public.
Et donc, sincèrement, nous pouvons avoir 20 milliards. Et si l'on décaisse 2,9 milliards de dollars pour l'éducation, mais écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'il regardez à l'époque du maréchal Mobutu, l'éducation recevait 26% du budget. Aujourd'hui, nous sommes à combien? On est à combien? C'est un dépassement de 3%. Tantôt, on peut aller jusqu'à 5%. Mais ce ne sont que des moyennes statistiques. On vous dit non, on a prévu autant, mais on n'utilise pas autant. Et on ponctionne, etc. Et on se répartit les moyens. Donc, si le président de la République, qui a une volonté volontariste d'impacter la vie des citoyens, pour laquelle il s'est bâti pendant 38 ans, 37 ans, je pense qu'il croit mordicus. Mais il faudrait que tous les services soient mobilisés pour que nous nous surveillons mutuellement, pour que l'argent entre dans la caisse de l'État et pour que véritablement cet argent puisse servir à quelque chose. Et si on a une volonté volontariste, la prise de conscience généralisée, même pour nous qui ne payons pas les impôts aussi, nous devons payer. Et là, chacun doit payer Vous êtes franc. la Constitution. Bien entendu, nous devons payer les impôts. Parce que nous sommes tous des actionnaires de la République. Vous ne pouvez pas réclamer la route au moment où vous ne payez pas l'argent pour construire la route. Très bien. Ça, on en a besoin pour que nous puissions, dans les différents secteurs de la vie nationale, mettre en place des moyens, construire des allocations rationnelles, et cela va véritablement nous donner des résultats. Voilà. Donald Kabasele, 2,6 milliards, il faudra mobiliser cet argent pour l'éducation. Les députés nationaux doivent réellement respecter cela et veiller à ce que le budget de l'éducation puisse avoir une part belle dans la définition de la loi des finances. Oui, merci. Merci vraiment pour la question. Je prends ce point de vue de parlementaire comme des souhaits, des intentions de bonnes, de projections qu'ils font pour la République, et je pense qu'ils le font de bonne foi. J'insiste sur la bonne foi. Parce qu'il ne fallait pas qu'on considère que le fait pour le parlementaire de projeter qu'avec des enjeux de l'heure, on doit avoir un budget qui peut avoisiner 20 milliards de dollars, que ça devienne comme un test pour le président de la République, au cas où on n'aurait pas atteint le 20 milliards, soit on est à 10 millions ou à 8 milliards, plutôt, ou 10 milliards, qu'on dise, eh bien, voilà ce qu'on nous produit. Parce qu'il faut se rappeler que depuis 2001 jusqu'en 2018, nous avons connu plusieurs gouvernements qui n'ont pas été en mesure de nous produire un budget qui ose, un budget qui crie, un budget qui puisse impacter. Comment atteindre ce montant des 20 milliards? Voilà pourquoi. Ça frise. C'est souhait. Est-ce que c'est réaliste? C'est juste une question de volonté politique. Je vous ai dit, d'ailleurs, mon aîné m'a suivi, quand il vous dit qu'on peut même aller à 100 milliards. Moi, je vous ai dit que je crois. Parce que je venais de vous donner un petit exemple, même si je n'accuse personne. Je vous dis que nous avons connu des gouvernements et des gouvernements, mais on savait, tout citoyen congolais sait, quand quelqu'un est ministre, il a déjà 5 millions, il a ses centaines de milliers de dollars, il peut se faire des buildings. Imaginez un peu qu'on puisse juste reprendre tout ce qu'il dilapide là. On croise des gens qui nous disent, eh bien mon frère, si on m'affecte telle part, je vous dis, ne tenez même pas compte du salaire, mais je vais construire des maisons, je serai bien. Ces gens, ils croient sur quoi? Ils en ont fait un mode de vie. La corruption est devenue la gangrène publique. Et c'est elle qui affecte même toutes nos structures de l'État. Donc les gens ne jurent que sur la corruption pour se faire des empires, se faire de petits royaumes. Il suffit seulement. Il suffit seulement qu'on dise que non, les choses doivent changer. Il suffit seulement qu'on dise que nous devons arrêter avec la gabegie financière. On doit arrêter avec des malversations dans les finances. On doit mettre du sérieux. L'État doit gagner, les citoyens doivent payer l'impôt, tout le monde doit faire ce que l'État lui réclame de faire. Je vous dis, M. Crispin, sans peur d'être contredit, qu'on peut aller très très loin. Norbert Yamba Yamba vous a parlé que dans le secteur, la télécommunication, il y a plusieurs pays, il y a Dubaï, il y a beaucoup d'autres pays qui, dans un seul secteur des communications, ils vous font des milliards de dollars. Et nous en avons combien? En dehors de mines que nous avons dans notre pays, nous avons les terres arables qu'on peut exploiter, on peut gagner des millions pour ça.
Il y a les tourismes qu'on peut toujours mettre à profit. On va gagner des milliards pour ça. Les taxes. Il y a des taxes, il y a des impôts. Oh, vous avez vu les prouesses de structures qui sont chargées de finances. Dans 6 mois, ils ont fait plus de 2 milliards et ils avoisinent déjà 3 milliards de dollars dans 6 mois. Est-ce qu'ils pouvaient le faire avant? Pourquoi avant ils ne pouvaient pas le faire et qu'il y a à peine 8 mois, ils le font? Donc vous comprenez que c'est juste une question que le chef qui prêche par l'exemple, qui prêche par la volonté, qui essaye de coordonner tout le monde dans sa vision, je crois que ça va aller. Mais il ne faut pas oublier, M. Crispin et les téléspectateurs, que le chef avait un discours de campagne, le président de la République. Il avait promu au peuple congolais un budget de 86 milliards de dollars dans 10 ans. C'était une projection, il a pris ça au minimum. Ce qui ferait que pour 5 ans, il devrait produire un budget de 43 milliards de dollars. Si vous faites diviser par 5, vous pouvez avoisiner 8 à 9 milliards de dollars par an. Mais je comprends qu'il était réaliste. Les autres candidats étaient dans de 200 milliards, qui de 100 milliards, qui de ceci, cela dans 5 ans. Et lui, il était prudent, il savait qu'il devrait accéder à la magistrature suprême. Il ne fallait pas Donc les enseignants de la RDC doivent se tranquilliser, il y aura des moyens. Il y aura des moyens, il l'a dit lui-même. Un journaliste, votre collègue, l'a tendu un micro pour dire, mais attendez, ça demande 2 millions. Il a dit, le million ne sont rien pour mon pays. Mon pays est capable de mobiliser l'argent et ça, ce n'est pas le problème, qu'il ne s'en fasse pas. Et je crois que toutes les structures de l'État, le nouveau gouvernement, les nouveaux ministres, ceux qui ont la charge de notre pays actuellement, vous êtes devant votre conscience. Vous devriez comprendre que nous devons changer. Vous devriez justement vous dire que c'est maintenant ou jamais. Très bien. Qu'on soit du FCC, qu'on soit du cash, qu'on soit de la Mouka, nous voulons que le bonheur de notre peuple. Très bien. 2,6 milliards de dollars américains pour l'éducation. Aristote Chibobois, eh bien, c'est faisable au regard de ce que vos co-débatteurs déclarent. Alors, moi, je crois que c'est totalement faisable. Robert Mollet dit que les bonnes idées n'ont pas d'âge, elles sont juste de l'avenir. Je crois que le président de la République agit sur base des bonnes idées. Avoir, même au-delà de 20 milliards, c'est aussi possible. Pour arriver à mobiliser des recettes, il y a des mécanismes de mobilisation des recettes. Mais avant même d'y aller, il faudrait aujourd'hui reconnaître que dans notre pays, nous avons certains dirigeants qui, puisque M. Yamba Yamba vient de le reconnaître, certaines personnes qui ne payent pas l'impôt comme il se doit. S'il faudrait qu'on prenne juste l'angle de la fiscalité de notre pays, je crois que dans l'espace d'une année, nous pouvions atteindre dans ce pays même 15 milliards. Et c'est possible. C'est possible. Non seulement pas ça. Il faudra dénicher les réseaux. Exactement. Il faudra dénicher les réseaux. Il faudrait qu'on ait une fiscalité. Les trafics d'influence. Il faudrait qu'on ait une fiscalité de contrôle, mais également une fiscalité contrôlable. Mais la TVA est passée où, la TVA? Avant même, au-delà même de la TVA, vous savez, le problème avec notre pays, c'est un problème d'initiation. Initiation à la fiscalité. Initiation aux lois du pays. Initiation à la culture congolaise. S'il faudrait qu'on prenne tout simplement en compte la devise de notre pays, qui dit tout simplement que nous commençons par la justice, nous avons la paix, pour le travail, je crois que les choses peuvent changer. Vous savez, la justice dans un pays est le cœur du développement d'un pays. C'est en fait la clé de voûte du développement d'un pays. Quand je parle de la justice, je vois également une justice qui marche sur la planche de l'état de droit, de sorte à ce que même les gouvernants, même les gouvernés, qui se retrouvent être détenteurs, si pas actionnaires des actes de corruption ou même de concussion, soient frappés par l'épée de Damoclès. Je crois que chacun d'entre nous va s'aligner et nous aurons dans les caisses de l'État de l'argent, nous aurons dans les caisses de l'État des moyens pour financer la question même de l'enseignement qui aujourd'hui est en train de battre le plein. Alors, fort malheureusement, nous n'avions pas encore la prise en compte de cet aspect de choses, de cette initiation
aux principes des droits, cette initiation aux règles du droit constitutionnel même. Je crois que tout part de quelque chose. L'argent n'aime pas aussi les sons de botte. Je vous ai parlé de la justice. Il n'y a pas que la justice, il y a également la paix dans notre devise. Parce que la justice apporte la paix. Et dans notre pays, lorsque vous partez dans les coins les plus reculés du pays, où vous avez des guerres intempestives, eh bien moi je crois aujourd'hui que si nous arrivons non seulement pas à stabiliser les coins où nous pouvions avoir aujourd'hui de l'argent régulièrement dans la caisse de l'État de notre pays, notamment l'Est du pays où nous avons des guerres intempestives, je crois qu'avec la paix, nous pouvions aussi avoir de l'argent. Ça, c'est de manière générale. Au-delà de la paix, il y a également le travail. Attirer les investisseurs. Aujourd'hui, avec les guichets uniques d'entreprise, c'est vrai, une personne peut avoir la facilité de créer des entreprises avec beaucoup de facilité. Je ne sais pas si c'est en théorie. D'où la présence du chef de l'État en Belgique. Exactement. Mais je crois que cette question d'investissement peut également, au-delà d'attirer les investisseurs étrangers, permettre également à ce que les dignes fils de ce pays, au regard de l'article 35 de la Constitution de notre pays, puissent investir avec une garantie de sécurité de l'État. Vous avez par exemple, aujourd'hui nous avons un ministre des Affaires foncières, M. Molendo Sakombi, à qui je souhaite bon vent. Mais dans le passé, on vous dira qu'il y a eu des spoliations, il y a eu l'expropriation, on vous dit que c'est pour cause d'utilité publique, mais alors que ce sont des dirigeants ou des ministres, jetez les noms, qui prennent les propriétés des autres pour dire que cela est exproprié pour une cause d'utilité publique, alors que ce n'était pas le cas. L'article 34 de la Constitution parle de la sacralité de la propriété privée. Lorsque un investisseur ou un citoyen lambda qui travaille par exemple dans les champs aujourd'hui, qui investit dans l'agriculture, se trouve être exproprié un bien qui l'appartenait, alors qu'il pouvait facilement payer de l'impôt. Encore, il doit être formalisé. Et donc, vous comprenez que c'est tout un fil. Voilà. La formalisation du secteur informel permettra à ce que les citoyens puissent également payer l'impôt. L'initiation à la fiscalité, à l'éducation fiscale, permettra à ce que ceux-là qui ne comprennent pas encore la ratio legis du paiement de l'impôt, comprennent que ceci peut également nous retourner en chemin de retour. Voilà, nous et donc, allons... il y a Merci. un certain nombre de... Merci Aristote Chibobois. Merci Norbert Yambayamba. Dans quelques secondes, votre mot de la fin pour clôturer. Non, je voudrais simplement dire qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression que lorsque nous disons que nous croyons qu'on va réaliser 20 milliards et que cela se fasse de manière automatique. Ah non, il y a un travail à faire, il y a des préalables, etc. Il ne faudrait pas que les gens disent, mais bon, il a promis ceci, il n'a pas fait ceci. Maintenant, c'est une question d'engagement de tout un chacun dans la réussite véritablement, dans la mobilisation des ressources. Je voudrais également dire que aujourd'hui, plus que jamais, parce que nous avons déjà fait un diagnostic pour savoir qu'il y a de l'argent qui circule et que cet argent n'entre pas dans les trésors, il va falloir que toutes les structures de persuasion, n'est-ce pas, de dissuasion, n'est-ce pas, soient rendues opérationnelles. Je voudrais parler ici, n'est-ce pas, de l'inspection générale des finances. Il faut quitter le débat des quartiers pour aller vers un débat de prospérité. Vous avez la Cour des comptes, vous avez les cours et tribunaux. Oui. Vous avez l'Assemblée nationale. Très bien. Qui a fonctionné Merci. de manière que l'on connaît, etc. par le passé. On laisse des ministres poser des actes et contrôler, etc. Personne ne les surveille parce qu'ils sont des termes de Contrôle parlementaire. Donc, merci beaucoup. il y a le contrôle citoyen et tous ces éléments faisant commun la mobilisation avec l'intelligence économique au pays. En une seconde, s'il vous plaît. Vraiment. En fait, c'est juste que comme nous sommes dans un état de droit, il faut que la justice soit le rempart. Et vous voyez, ici, on met juste l'accent sur des interpellations qui se font actuellement. Avec tous les contrôles qu'il y a, je vous dis qu'on peut récupérer 10 milliards de dollars dans un clin d'œil. Merci Aristote Chibobois. Moi, je crois, à mon humble avis, déjà qu'avec la stabilité institutionnelle que doit connaître, je le crois, notre pays, dans ces 5 ans à venir, je crois que cela peut permettre également à ce que les investisseurs sérieux viennent dans notre pays. Merci. Mais je prends également la question du contrôle citoyen.